Nouvelle édition du journal sur CCTV français. Bienvenue à tous. On commence sans plus tarder avec les principaux titres de cette édition. En Somalie, des attentats contre 2 restaurants de Baidoa font 40 morts. Les gardes-côtes italiens portent secours à 66 migrants en mer Égée. En Irlande, les électeurs font connaître leur mécontentement en votant contre la coalition au pouvoir. Et en Russie, les 26 mineurs bloqués par l'explosion d'une mine sont déclarés morts. La croissance de l'industrie chinoise du divertissement attire les capitaux. La police somalienne a déclaré qu'au moins 40 personnes avaient été tuées dans des attaques contre 2 restaurants populaires dans la ville de Baidoa. L'un des restaurants a été ciblé par une voiture piégée et un kamikaze s'est fait exploser dans l'autre. Au moins 20 personnes sont blessées. Personne n'a revendiqué la responsabilité de ces attaques, mais le groupe Al-Shabaab a déjà réalisé de nombreux attentats similaires en Somalie. Et en Europe, les gardes-côtes italiens ont secouru 66 migrants en mer Égée. Ils ont été retrouvés dans des canaux pneumatiques au large de l'île de Kos en Grèce. Il y avait 22 hommes, 18 femmes et 26 enfants. L'une des femmes était enceinte. Selon les autorités italiennes, la plupart d'entre eux venaient de Syrie et du Pakistan. Ils ont été secourus lors de 2 opérations différentes hier, dimanche matin. Les autorités macédoniennes ont brièvement ouvert la frontière pour laisser traverser un petit nombre de réfugiés irakiens et syriens. Ceci alors que cette semaine, elles avaient imposé des restrictions très strictes concernant le passage de la frontière. Environ 300 personnes ont été autorisées à passer la frontière grecque d'Idoménie avec la Macédoine. La plupart d'entre elles sont handicapées ou ont des problèmes de santé. Les autorités macédoniennes ont brièvement ouvert la frontière pour laisser traverser ce petit nombre de réfugiés irakiens et syriens ce samedi. Le passage est intervenu 3 jours après que la Macédoine a fait fermer sa frontière à tous les migrants, alors que les pays qui se trouvent sur la route des Balkans ont imposé des restrictions plus strictes aux frontières. Environ 5500 migrants ont bravé le temps pluvieux dans un camp de tentes samedi à la frontière d'Idoménie, tandis que 500 autres campaient à proximité dans une station essence. En ce moment, il y a presque 5000 personnes au camp d'Idomeni. Ils ont juste ouvert la frontière pour la première fois en presque un jour. Je peux voir qu'il n'y a environ qu'une dizaine de personnes qui ont traversé jusqu'à présent, mais il y a des groupes de 20 personnes qui ont été acceptées par la police qui attendent pour traverser. C'est juste que c'est un très long processus maintenant parce que les personnes doivent être cherchées, leurs documents doivent être vérifiés, donc c'est très lent. Mais c'est un signe vraiment encourageant que la frontière soit ouverte maintenant. Des milliers de personnes ont défilé samedi dans la capitale européenne Bruxelles pour témoigner de leur soutien aux migrants. Ceux qui participaient à la marche exprimaient leur inquiétude quant à ce qu'ils estiment être l'échec de l'Europe à protéger les réfugiés et les migrants, tandis que d'autres demandaient au pays le long de la route des Balkans, dont la Macédoine, de lever des sanctions strictes concernant le passage qui ont été imposées cette semaine. Certains critiquent la décision prise la semaine dernière par Skopje de ne permettre qu'aux Irakiens et aux Syriens de traverser ses frontières, avec pour résultat que des milliers de personnes, dont des réfugiés afghans, sont bloquées à la frontière helléno-macédonienne, au port du Pirée, le principal port grec, sur des places réparties autour d'Athènes ou dans des dizaines de bus parqués dans les 2 sens de la principale autoroute sur l'axe nord-sud de la Grèce. L'Europe échoue vraiment dans la protection des réfugiés. Il ferme les frontières. Ce que vous observez maintenant en Grèce, ce qui se passe à présent, que les frontières macédoniennes se ferment, les gens sont dans des situations horribles. Je veux que les gouvernements ouvrent leurs bras et prennent soin d'eux et fassent quelque chose de concret pour trouver une véritable solution pour eux. Fermer les frontières équivaut à tuer les gens. C'est le seul résultat. Les mettre dans des camps n'est pas une solution. Ils doivent trouver une vraie solution et prendre soin des gens.
Parlons des élections générales en Irlande. Le décompte marathon a commencé. Les résultats préliminaires indiquent que la coalition au pouvoir sera évincée par les électeurs mécontents de l'inégale reprise économique. Le parti de centre-droit Fine Gael a remporté 26% des votes de première préférence lorsque 2 des 40 circonscriptions ont fini leur décompte. Cela est bien en dessous des 36% de victoire d'il y a 5 ans. L'opposant de Fine Gael, le Parti des travailleurs, est en dessous de la ligne de victoire avec seulement 7%. Les sondages des votants suggèrent que la seule option pour former un gouvernement serait d'allier le parti Fine Gael du Premier ministre Enda Fini avec ses anciens rivaux de Fianna Fáil qui comptent 25%. 36 personnes seraient mortes dans l'explosion d'une mine de charbon dans la République russe des Komi. Les services d'urgence ont indiqué que les 26 mineurs et débloqués sous terre n'avaient aucune chance de survie. Parmi les victimes, il y a 5 secouristes et un mineur tué dans la 3e explosion. Les opérations de recherche ont été arrêtées. Les 2 premières explosions se sont produites jeudi. Elles ont fait 4 morts et bloqué 26 mineurs. Une soudaine fuite de méthane a causé l'explosion et mené à l'effondrement de plusieurs parties de la mine de Severnaya. Le virus Zika se répand rapidement dans le monde entier et maintenant de nouveaux indices suggèrent qu'il pourrait être encore plus puissant qu'on ne le pensait. On savait que le virus Zika est transmis par le moustique Aedes aegypti. Mais certains pays, dont l'Argentine, rapportent des cas de transmission par voie sexuelle. Pour ce qui est de la cause épidémiologique, elle a eu un contact avec un homme qui en effet a été en Colombie. C'est un cas avec ses particularités sur la manière dont la maladie a été transmise, à savoir par voie sexuelle. La France a aussi détecté son premier cas de possible transmission par voie sexuelle. Les responsables français de la santé ont dit que le partenaire de la patiente a voyagé au Brésil, le pays le plus durement touché par l'épidémie. On pense que le virus Zika est lié au récent pic de cas de microcéphalie au Brésil, condition par laquelle les bébés naissent avec une tête inhabituellement petite. Il reste cependant beaucoup à connaître sur le virus. Les scientifiques suspectent qu'il pourrait être en mesure de faire bien plus de dégâts qu'on ne le pensait jusqu'à présent, avec comme conséquence possible une augmentation des enfants mort-nés. Le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies a étudié 9 femmes américaines enceintes qui s'étaient rendues dans les zones affectées. 2 d'entre elles ont eu des fausses couches, tandis qu'une 3e a donné naissance à un bébé atteint de microcéphalie sévère. Pour cette raison, l'agence américaine conseille aux femmes enceintes d'éviter de se rendre aux Jeux Olympiques de 2016 qui se tiennent cette année au Brésil. C'est le premier avertissement explicite de l'agence pour qu'une catégorie de voyageurs ne se rende pas aux Jeux. Dans d'autres parties de l'Amérique latine, le virus se répand rapidement. La Colombie a vu une augmentation de 5000 cas pour la seule semaine dernière, dont 1300 femmes enceintes. Les autorités sanitaires locales craignent que 500 de ces femmes ne portent un enfant atteint de microcéphalie. Vous êtes sur CCTV français et on continue ce journal avec la Chine. L'industrie sidérurgique chinoise en surproduction est au premier plan des changements qui interviennent comme conséquence des réformes chinoises du côté de l'offre. Les réformes sont parmi les plus importantes sur lesquelles la Chine va se concentrer en 2016 et les experts disent que le secteur sidérurgique fait face à son moment le plus difficile. Les unes après les autres, les aciéries chinoises mettent la clé sous la porte. Mais les marchés avaient anticipé cela depuis des années. Les principales aciéries chinoises ont affiché une perte record de 53 milliards de yuans dans les 11 premiers mois de l'année dernière. L'acier a été de toutes les matières premières la plus durement touchée. Il a chuté depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. L'industrie sidérurgique est entrée dans une phase très difficile. Les experts de l'industrie disent que la capacité de production du secteur sidérurgique a été de 1,2 milliard de tonnes en 2014, mais elle avait été de 600 millions de tonnes en 2008. La hausse de 75,8% a été la cause principale des pertes. La pression sur les gouvernements locaux est forte, spécialement sur les ouvriers de la sidérurgie qui ont perdu leur emploi. Cependant, c'est une bonne chose pour l'industrie dans son ensemble. Se débarrasser des surcapacités est inévitable. Des signes positifs apparaissent pourtant maintenant.
Les statistiques officielles montrent que la capacité de la sidérurgie a déjà été réduite de 15%, ce qui signifie que plus de 180 aciéries ont cessé leurs opérations. Ces dernières années, le e-commerce s'est développé rapidement en Chine, devenant un marché immense et très lucratif qu'aucune entreprise ne peut se permettre d'ignorer. Certaines entreprises indonésiennes se servent des plateformes d'e-commerce chinoises pour accéder à un marché plus vaste. L'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Sogang Harjo, est un habitué des caméras. Mais la réalisation d'un film pour une campagne marketing sur Internet est une expérience nouvelle pour lui. Jusqu'à maintenant, nous avons encore une approche traditionnelle. Nous exportons donc directement vers Guangzhou, Shanghai et Beijing, mais nous aimerions avoir un accès plus large au marché chinois et pas seulement dans les grandes villes du pays. La campagne vise à promouvoir les produits indonésiens sur Tmall, la plateforme d'e-commerce du géant chinois de l'Internet Alibaba, qui est la mecque des chercheurs de bonnes affaires à travers toute la Chine. Je fais généralement mes achats sur Internet. C'est plus pratique et moins cher que d'aller dans les supermarchés. D'après le ministre du Commerce chinois, le marché du e-commerce en Chine s'est accru de 31,6% en 2015 pour atteindre les 3,2 billions de yuan, soit 490 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, les consommateurs chinois deviennent plus sophistiqués. Ils utilisent beaucoup leur smartphone. L'Indonésie a l'occasion de promouvoir ses produits et services directement en Chine. C'est pour cela que nous avons choisi cette plateforme sur Internet pour permettre aux produits indonésiens qui entrent en Chine de ne pas avoir à passer par des intermédiaires. La Chine est actuellement en train de passer d'une économie basée sur l'investissement à une économie basée sur la consommation. L'initiative numérique indonésienne va dans le sens de cette demande croissante des consommateurs chinois. Nous sommes persuadés que le e-commerce va être un moteur très important dans les 10 à 20 prochaines années. De plus en plus d'échanges et de transactions commerciales vont passer par Internet. Les grosses plateformes comme Alibaba vont devenir extrêmement importantes et avec le temps, d'autres plateformes apparaîtront. Selon l'estimation de certains experts, d'ici 2017, la Chine deviendra le plus important marché du cinéma au monde devant les États-Unis. Toutefois, il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg. Le revenu des Chinois a augmenté ainsi que la demande pour toutes sortes de divertissements culturels, des films à la télévision, aux livres et à la musique. Ils connaissent tous une croissance importante et les capitaux affluent. Depuis plusieurs décennies, les superproductions hollywoodiennes captivent l'imagination et le porte-monnaie des Chinois. À l'heure actuelle, cette tendance s'inverse. Grâce aux films locaux, le box-office chinois a pulvérisé le record mondial des ventes dès la première semaine. Une comédie burlesque portant sur des sirènes, réalisée par le légendaire cinéaste et le comédien hongkongais Stephen Chow, a engrangé plus de 2,8 milliards de yuan au box-office. C'est une histoire simple, elle parle de la bonté du cœur et de l'amour invincible. On a fait preuve d'énormément de créativité dans le processus de réalisation du film. Le film raconte nos expériences de la vie de tous les jours en incluant des éléments tels que l'air et l'eau. Auparavant en Chine, aller au cinéma était un luxe. Maintenant, c'est devenu le central de l'industrie du cinéma mondial. D'Hollywood à Bollywood, les investisseurs et réalisateurs sont prêts à s'immerger dans le marché chinois. La culture et l'industrie du divertissement en Chine sont en pleine évolution. La génération jeune et techno de la Chine se tourne de plus en plus vers l'Internet pour se divertir. De l'émission Débat la plus regardée en Chine, qui touche l'égalité des sexes, au très populaire talk show qui propose des sujets d'actualité. Peu importe la plateforme qui peut offrir le meilleur contenu, les consommateurs vont se ruer vers ces plateformes. Cela signifie que les capitaux et l'expérience en production audiovisuelle ne feront pas d'efforts. Selon les analystes, étant donné le vaste potentiel de la culture et du marché du divertissement chinois, que vous soyez des titans d'Hollywood, fournisseurs de contenu chinois, ou des réalisateurs indépendants et inconnus en Europe,
Il y a littéralement de la place pour tout le monde. La tournée en Chine de la Royal Shakespeare Company est organisée à un moment bien particulier puisque cette année marque le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare, mais aussi celle du légendaire auteur dramatique chinois Tang Xianzu. À cette occasion, le Centre national des arts du spectacle de Beijing propose une initiative culturelle croisée. Les Chinois se montrent désireux de participer à la commémoration de William Shakespeare. La tournée de la Royal Shakespeare Company comprend d'ailleurs 3 pièces de l'auteur britannique. La compagnie théâtrale présentait Henri IV, première partie, Henri IV, deuxième partie, et Henri V. Les représentations ont eu lieu au Centre national des arts du spectacle de la capitale chinoise, puis la troupe s'est dirigée vers Shanghai et Hong Kong. Pour les comédiens, le rideau tombé ne marque pas pour autant la fin de leur mission. Je pense que nous, à la Royal Shakespeare Company, sommes vraiment disposés à ne pas nous contenter de simplement venir faire une tournée en Chine, puis rentrer chez nous. Nous voulions voir s'il y avait un moyen de collaborer plus profondément. Une collaboration qui consiste aussi à organiser un atelier à Beijing au sein duquel comédiens chinois et britanniques peuvent jouer ensemble leurs textes dans leurs langues respectives. Jusqu'à maintenant, cela a été bien accueilli de la part de différentes personnes de la communauté théâtrale chinoise. Nous nous sentons donc bien intégrés. J'espère que cela sera le début de quelque chose de très enthousiasmant. De plus, la Royal Shakespeare Company a mis sur pied une initiative culturelle d'1 an baptisée Un dialogue entre l'Est et l'Ouest, Shakespeare et Tang Xianzu. La pièce la plus représentative du dramaturge chinois, parfois appelé le Shakespeare de l'Orient, s'appelle Le Pavillon aux pivoines ou Mudanting. Cette œuvre qui met en scène une intrigue amoureuse n'est pas sans rappeler l'esprit de Roméo et Juliette de Shakespeare. Cette fois, nous avons des forums de théâtre dans lesquels participent des artistes britanniques et chinois, des ateliers, des cours donnés par des maîtres. Nous souhaitons que ces activités diverses aident les participants à mieux comprendre Shakespeare et Tang Xianzu. De plus, un nouveau travail théâtral réunissant les 2 dramaturges sera présenté en octobre. Il s'agit du fruit de la collaboration du Centre des arts du théâtre de Shanghai et de la troupe théâtrale britannique du Gecko. Alors que le bowling devient de plus en plus populaire en Chine, le concours de bowling de l'Association des joueurs de bowling professionnels en est à sa 7e édition en Chine. Le 25 février, le concours de bowling de l'association a eu lieu pour la première fois à Wuhan, chef-lieu de la province du Hubei. Ce rendez-vous était longtemps attendu par les fans. Le concours de bowling de la PBA représente le plus haut niveau de pratique du bowling au monde. Se tenant cette année à Wuhan, le concours de qualification de la PBA était organisé à l'université du Hubei. 48 joueurs venus de toute la Chine y ont participé. Parmi les joueurs, on retrouve des joueurs de l'équipe nationale. C'est une bonne occasion pour étudier leur technique. Je crois que c'est un rêve pour tous les joueurs de bowling, d'être sélectionnés pour participer à la PBA. Si on peut obtenir la qualification au concours, ça nous donnera plus de confiance. Tout le monde est très actif. Dès le premier jour de l'annonce, le nombre des inscrits a dépassé celui qu'on avait envisagé. Après 3 jours de compétition, Zhang Zhefeng et Liu Nian, tous les 2 habitants à Wuhan, ont passé la qualification. Liu Nian, une joueuse professionnelle, est la capitaine de l'équipe nationale. Pendant ce concours, elle participe non seulement au jeu, mais aussi à l'organisation du concours. La préparation du concours influera sur ma force physique, mais je vais faire tout mon possible. La mentalité est assez importante. Aujourd'hui, je trouve que je n'ai pas démérité. La compétition dure 3 jours, à raison de 12 parties par jour. Seuls ceux dont la note moyenne dépasse 200 peuvent obtenir la qualification. Parmi toutes les compétitions auxquelles l'équipe nationale a participé, la note de cette fois-ci est la meilleure. C'est une réussite totale à Wuhan. À l'avenir, on va organiser plus de concours de la PBA en Chine.
À l'issue de cette compétition, 23 joueurs ont obtenu la qualification de la PBA. Parmi ceux-ci se trouvent 10 femmes. 5 joueurs et 8 joueuses sont du Roubaix. Le nombre de personnes qualifiées cette fois-ci a dépassé celui de tous les concours précédents. L'association de bowling du Roubaix va organiser davantage de concours dans le futur. Restons en Chine, la sécurité routière est devenue un sujet de préoccupation dans le pays à mesure que le nombre de voitures augmente à Shanghai. Un nouveau semestre scolaire est en cours et la police de Shanghai travaille auprès des enfants pour leur apprendre à bien se comporter sur les routes. Le matin est la période la plus dangereuse pour les enfants. Les élèves en route pour l'école doivent faire face à l'heure de pointe. Certains parents disent que des automobilistes ont de mauvaises habitudes et ne suivent pas les règles du code de la route. Les voitures vont plus vite et elles me touchent parfois quand je traverse la rue. Je pense que les automobilistes n'obéissent pas aux règles du trafic routier et ils n'attendent pas que les enfants aient fini de traverser pour démarrer. Je vois beaucoup de voitures prendre des virages soudains. Certains changent de voie sans prévenir. C'est dangereux et ça met les enfants en danger. Certains appellent les gens à changer d'attitude et à obéir aux règles. Je pense que les adultes doivent donner le bon exemple aux enfants. Après tout, les voitures sont conduites par des adultes. Je pense que les conducteurs devraient faire plus attention à la sécurité routière. Ils devraient réduire leur vitesse près des écoles. Il faut plus de panneaux routiers pour protéger les enfants. Aider les enfants à faire face aux conditions du trafic à Shanghai et leur apprendre la sécurité. La police de Shanghai travaille avec les responsables de l'éducation pour introduire des cours de sécurité routière. À l'école Hualing de l'arrondissement de Jing'an, les étudiants prennent part à une classe ouverte sur la sécurité des passants à base d'activités ludiques. Le cours est conçu par une ONG dévouée à la prévention des blessures chez les enfants. Les élèves ont même la possibilité de conduire des voitures miniaturisées sur un circuit qui imite la route. La commission éducative de Shanghai a dépensé 740 000 yuan pour cet équipement. Je pense qu'il est intéressant d'avoir une expérience comme celle-là, une expérience qu'on ne peut pas acquérir dans des livres. Hualing est l'une des 4 écoles de la ville à proposer des cours de sécurité routière. Les responsables disent qu'ils prévoient d'introduire des cours dans d'autres écoles d'ici 5 ans. Nous essayons de faire jouer les enfants dans la nature. Nous appelons à des programmes plus interactifs. Nous espérons que ce sera plus facile pour permettre aux enfants de se rappeler des règles quand ils marchent ou font du vélo dans les rues. Nous espérons que ce cours va aider les enfants à en savoir plus sur la sécurité routière. La police de la route coopère aussi avec des assureurs pour fournir une meilleure protection aux élèves. À partir de la fin de l'an dernier, plus de 530 000 élèves d'écoles primaires ont reçu une casquette rouge avec bande réflexive pour être visibles sur les routes. Les assureurs coopèrent aussi à des programmes de compensation pour les enfants blessés dans des accidents de la route entre leur domicile et leur école. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.